La tribu sémiotique, dont les membres ont eu souvent des échanges à huis clos, n'a jamais joui d'une grande réputation d'ouverture envers son voisinage au sein des sciences humaines et sociales. Que faudrait-il faire, d'après vous, pour que, d'abord, la voix des sémioticiens se fasse entendre plus largement extramuros, la voix des autres se fasse entendre chez les sémioticiens? Moi, je crois qu'il y a eu un grand malentendu dans la deuxième partie de la période structuraliste sur le rôle des sciences du langage et de la sémiotique par rapport aux sciences humaines et sociales en général. Et ce malentendu a assez gravement perturbé les relations de la suite. Parce qu'à l'origine, inspiré par Saussure, le projet sémiologique en général, ou sémiotique, peu importe, le projet sémiologique, c'était le développement des sémiologies particulières dans les différentes disciplines des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire des sémiologies qui devaient être développées par les spécialistes de ces questions. Donc, il y avait déjà une sémiologie en anthropologie avec Lévi-Strauss, il y en a eu une en psychanalyse avec Lacan, etc. Donc il y avait ce mouvement qui se développait. Et le grand malentendu est apparu quand un certain nombre de grandes voix du structuralisme, comme Barthes et Foucault, ont commencé à dire que tout était discours. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de développer des sémiologies spécifiques dans les disciplines, mais d'imposer à toutes les disciplines un seul point de vue. Ce qui est intéressant chez vous, c'est du discours. Et donc, évidemment, le discours, ça ne s'analyse qu'avec des méthodes linguistiques et sémiotiques. Ce qui aurait dû être une sorte de réseau de sémiologie dans toutes les disciplines est devenu un projet impérialiste, avec des dérives qui étaient spectaculaires, comme Barthes qui faisait la sémiologie de la mode à travers le discours écrit des journalistes, et qui ne regardaient pas les vêtements. Vous savez que Barthes, sur ce sujet-là, le système de la mode, voulait soutenir une thèse. Et il a proposé ce sujet de thèse à Lévi-Strauss, il a proposé à Martinet, enfin à d'autres. Aucun n'a voulu diriger ce sujet de thèse. Donc il en a fait un livre qui a été célèbre. Mais c'est ce genre d'excès épistémologique qui a fait qu'ensuite la sémiotique ne pouvait plus dialoguer avec les autres sciences humaines et sociales, puisque c'était dans une position qui n'était pas respectueuse des différentes spécialités. Quand on veut expliquer aux autres comment ils doivent penser, en général, ça ne leur plaît pas beaucoup. Moi, je pense qu'il y a un avenir de la relation entre la sémiotique et les autres sciences humaines et sociales. Premièrement, si on commence à partager des problèmes communs. C'est-à-dire, on ne fait pas de la relation interdisciplinaire sur du vide. On le fait sur... est-ce que, par exemple, la question de la ville est une question sur laquelle on a besoin de collaborer à plusieurs disciplines? Certainement. Bon, est-ce que la question de l'éducation est une question sur laquelle on a besoin de collaborer à plusieurs? Est-ce que la question de l'accès à la santé, de la santé publique, ça intéresse aussi la sémiotique et la linguistique, par exemple, à travers le discours sur les addictions, est-ce que, voilà, il faut avoir des problèmes communs. Une fois qu'on a des problèmes communs, les sémioticiens doivent vraiment s'intéresser profondément à ce que l'autre fait. Puis après, on a juste la terminologie. Voilà, bon, souvent, on a cru que la sémiotique, elle n'était pas entendue parce que cette terminologie était trop difficile. Enfin, toutes les sciences ont des terminologies un peu compliquées, c'est pas le problème. À partir du moment où l'autre discipline a le sentiment qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'elle fait, elle accepte les terminologies. Ce sont souvent d'ailleurs des chocs un peu difficiles, mais ces chocs sont difficiles, mais on peut les dépasser quand il y a un vrai respect des propriétés scientifiques de l'autre discipline. Quand il n'y a pas ce respect, et moi j'ai très souvent vu, notamment Grémas dans la période des années 80, avoir une attitude assez méprisante à l'égard de la sociologie, de la psychologie, en gros comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait, quoi. Donc bon, ça c'est
il avait le droit, hein, c'était sa manière de penser, mais ce genre d'attitude, quand elle devient collective, c'est une impasse. Moi, je ne sais pas comment ça se passe au Brésil, mais j'ai l'impression que c'est plus ouvert au Brésil. En France, on commence à faire des efforts justement pour avoir un dialogue. On a mis comme sujet au séminaire de Paris cette année la question de la transmission des valeurs, la transmission des rituels, la transmission des pratiques, la transmission culturelle. Et on invite des anthropologues, des historiens, des sociologues pour discuter avec eux. Voilà, c'est pas d'autre manière, il faut avoir un sujet commun, voilà, et puis écouter ce que les gens ont à dire. On a parlé sur cette différence qu'il y a maintenant par rapport à l'unité que l'école de Paris a eue un jour avec le séminaire des Grenas et tout ça. Par rapport à la transmission de la discipline, comment faut-il concevoir aujourd'hui son enseignement aux jeunes étudiants compte tenu de l'ouverture en éventail des tendances théoriques? Autrement dit, en l'absence d'un socle théorique partagé, comment s'y prendre pour enseigner la discipline aux sématiciens en herbe? Oui, mais il y a justement un socle partagé. Il y a un socle partagé. Enfin, ni Eric Landowski, ni moi, ni Claude Zilberberg, ni aucun de ceux qui ont une voix peut-être originale n'ont renoncé au socle commun qui a été créé avec Grenas. Donc ce socle, il faut que les gens le connaissent. Si vous voulez, du point de vue de la formation, ce qui est inquiétant ou qui serait même dramatique, c'est que de jeunes étudiants apprennent à faire des structures tensives sans connaître toute la subtilité de la notion de différence chez Saussure, sans savoir faire une analyse narrative. Donc il y a d'abord un socle commun, puis après il y a des voies complémentaires. Je pense que la formulation même de votre question montre bien que pour vous les percevez comme relativement antagonistes. Mais c'est vraiment un antagonisme surfait. Moi je pense que c'est un antagonisme fabriqué, qui n'est pas naturel. Je ne reconnais qu'un seul véritable antagonisme théorique, je vous l'ai dit, c'est avec Poquet. Bon, il y en a peut-être d'autres qui sont moins intéressants. Avec Jacques Gimignasca aussi, c'était la relation épistémologique qui était difficile, mais aussi parce que Jacques Gimignasca était un personnage un peu particulier aussi difficile. Donc je pense qu'on peut très bien faire l'effort de regarder ce que donne l'analyse tensive, de regarder ce que donne une analyse des pratiques, de regarder comment on peut faire une sémiotique de l'expérience des interactions, en quelque sorte, après avoir acquis un certain nombre de bases et de techniques d'analyse. Parce que la technique d'analyse, elle est première. Étant donné que la seule justification de ces variations, au fond, c'est que des problèmes apparus dans l'analyse demandent des solutions de cette nature. À partir du moment où des problèmes apparaissent dans l'analyse, alors on va chercher, on fait des hypothèses, et en particulier l'hypothèse tensive, ou bien d'autres hypothèses, et on élabore des solutions. Parce que Claude Zilberberg, qui a commencé à élaborer l'hypothèse tensive, il l'a fait parce que dans les poèmes qu'il étudiait il y a bien longtemps, dans les années 70, notamment chez Baudelaire, il y avait des mécanismes sémantiques qu'on ne pouvait pas traiter sérieusement avec une sémantique purement structurale. Ou bien il l'a montré d'ailleurs quelques temps après, quand il a étudié des poèmes de Rimbaud, on voit bien qu'il y avait un besoin d'un modèle complémentaire. Donc pour pouvoir voir des problèmes dans l'analyse concrète, il faut savoir faire des analyses concrètes. Parce que si on ne sait pas faire d'analyse concrète, on ne voit rien. Et les problèmes, on les rencontre quand on a fait une analyse sur les méthodes qu'on connaît, et il y a un moment donné, il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose dont on n'arrive pas à rendre compte. Il y a un phénomène dont on a l'intuition, qu'on n'a pas, mais que la méthode d'analyse qu'on a utilisée n'arrive pas à saisir. Donc, on cherche une autre solution. Mais si on ne sait pas, si on n'a pas une très bonne expérience de l'analyse concrète, on ne voit pas.
des nouveaux problèmes et donc nous devons d'autres solutions. Moi, je pense que ça, c'est essentiel. Donc, moi, j'ai été formé à l'analyse, hein. C'est ma formation, c'est linguistique, analyse littéraire, analyse et j'ai été plus formé à l'analyse structurale qu'au grammacisme. Et après, j'ai découvert Grammas. Donc, il faut une solide technique d'analyse pour découvrir les problèmes là où ils sont. À l'Université de São Paulo, la sémiotique fait partie du département de linguistique. Et nous sommes toujours en train de disputer une place parmi les autres branches. Nous cherchons aussi à être reconnus comme des linguistes. La sémiotique grammaisienne étant héritière de ceci, des Janslev, et dès son départ étant très liée à la linguistique, comment voyez-vous la relation entre la sémiotique et la linguistique à l'heure actuelle? Est-ce que vous voyez comme linguiste? Oui, moi je suis resté linguiste parce que j'ai toujours travaillé, notamment pour l'enseignement, dans un département de sciences du langage que j'ai créé, et avec des étudiants qui ont besoin d'une formation en linguistique aussi. Donc là, j'ai fait des cours, un qui s'appelle Méthode de sciences du langage, où je parcours les différents modèles méthodologiques et les modèles d'analyse de la langue dont on dispose aujourd'hui. Donc je fais un cours où il est question de sémantique, où il est question de phonologie. Donc c'est pas en tant que chercheur, mais disons que moi je suis resté linguiste parce que je pratique toujours l'enseignement de la linguistique. Alors après, la relation entre les deux disciplines, là aussi ne s'est pas beaucoup améliorée en France. Et selon les pays, la sémiotique se développe plus ou moins bien avec telle ou telle discipline. Donc pendant 20 ans, en France, la sémiotique se développait bien avec les sciences du langage, donc dans la discipline linguistique. Maintenant, ça s'est un peu gâté et elle se développe un peu plus avec les sciences de l'information et de la communication. En Italie, par exemple, elle s'est peu développée avec la linguistique et s'est beaucoup développée du côté de la philosophie du langage. Et au Brésil, ce que je constate, c'est qu'elle se développe beaucoup du côté de l'information, communication, médias, et beaucoup moins du côté linguistique à part à l'USP. Voilà. À Araraquara aussi, d'ailleurs, c'est en linguistique. Donc la sémiotique, en général, comme champ disciplinaire, n'est pas une partie de la linguistique. C'est plutôt le contraire. Et ça, c'est très difficile de pouvoir penser cette relation d'angle-blanc quand les effectifs des sémioticiens sont beaucoup plus étroits que les effectifs des linguistes. Donc c'est le petit groupe qui doit expliquer au gros groupe que la sémiotique, c'est l'ensemble et la linguistique, c'est une partie. Ça, c'est sociologiquement, humainement, c'est très difficile à expliquer. Mais pourtant, c'est bien ça. La sémiotique ou la sémiologie, c'est un vaste projet transversal à l'ensemble des disciplines du sens. Et parmi ces disciplines du sens, il y a la linguistique. Il se trouve que dans l'histoire de ce projet, c'est la linguistique qui s'est développée la plus fortement, qui s'est la mieux organisée, qui s'est conceptualisée, qui a assumé pleinement ce projet en faisant de la linguistique une sémiologie de la langue très systématique à l'époque du structuralisme. Les autres disciplines un peu moins, plus tardivement, ce qui explique que la linguistique y ait cette position dominante. Mais moi je pense que même si c'est une position inconfortable, l'appui de la sémiotique sur les sciences du langage et la linguistique est essentiel à son avenir. Parce que ce que j'observe, c'est que il y a beaucoup de sémioticiens qui n'ont aucune notion de linguistique, qui font de la sémiologie, de la photographie ou d'autres choses, des sémioticiens qui n'ont peut-être jamais lu Saussure, Yamchev, Chomsky, etc., et qui font de la sémiologie de l'architecture ou des médias, surtout des médias. Qu'est-ce qu'on voit sur les médias? Et ça donne une tonalité au discours sémiotique
qui est une tendance, je trouve, très inquiétante. C'est-à-dire, c'est une sorte de discours, une sorte d'habillage. Voilà, le discours des spécialistes de la communication, par exemple, s'habille de notions de vocabulaire sémiotique. Mais sur le fond, sur la méthode de compréhension et d'analyse, sur la méthode de raisonnement surtout, c'est de plus en plus éloigné de ce que je crois être la sémiotique. Parce que pour moi, la sémiotique, c'est une méthode de raisonnement. C'est une méthode de déduction et de démonstration. Alors, on n'arrive pas à démontrer de manière mathématique, évidemment, c'est pas notre discipline, mais on arrive à donner des démonstrations sur la base de l'enchaînement des concepts. Or, c'est dans le champ des sciences du langage qu'on trouve ce type de raisonnement. Et qui existe toujours pour le linguiste. Alors que quand on sort de ce champ avec la sémiotique, on a des types de raisonnement assez surprenants, parfois. Donc c'est pas confortable, mais je crois que ça reste un ancrage nécessaire, même si c'est inconfortable.